les alouettes. Il mange également beaucoup de petits serpents. Et dans les grandes villes, comme à Paris par exemple, où il niche certainement sur Notre-Dame, il pourra également se nourrir de moineaux. Alors j'imagine que cet oiseau, vous l'avez sûrement tous déjà observé en papillonnant au-dessus des champs. Peut-être l'avez-vous entendu également. Ça, c'est le cri d'alarme du faucon cresserelle. C'est lorsque, par exemple, il y a un danger sur son territoire ou un intrus. Et ça, ce sont des petits chants de reproduction. C'est le couple qui chante aux abords du nid la plupart du temps, à partir du mois d'avril, l'époque à laquelle donc les faucons cresserelles commencent à se reproduire. Depuis quelques semaines maintenant, les jeunes ont quitté le nid. Ne le confondez surtout pas avec l'épervier, car l'épervier est en effet de taille semblable à la sienne. Il a tout juste une centaine de grammes de plus. Il est de couleur grise et c'est un chasseur de sous-bois qui se nourrira essentiellement de petits passereaux tels que des pinsons, des mésanges ou encore des moineaux. Mais jamais on ne pourra voir un épervier faire du vol sur place. C'est impossible pour lui. En revanche, si parmi vous il y a des personnes qui l'hiver nourrissent les petits oiseaux de jardin, sachez que l'épervier n'est jamais très loin. Comme vous lui aurez fourni un excellent garde-manger, il viendra bien volontiers se servir. Une bonne occasion de l'observer donc. En général, chez les rapaces, il n'y a pas de différence de couleur entre les mâles et les femelles. Cependant, quelques exceptions malgré tout, notamment chez ce petit oiseau, où le mâle a la tête et la queue entièrement grises. Alors l'explication qui fait que l'oiseau ne se pose pas sur mon gant, c'est tout simplement parce qu'il vole avec une serre serrée. Dans ces cas-là, il pense tenir une récompense. Il n'a donc pas l'intérêt de s'arrêter sur le gant pour manger celle que moi je lui propose. Sauf que quand il arrive sur sa branche, il s'aperçoit qu'il n'y a rien. Mais il est capable de rester comme ça pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. Hein, si vous avez du temps. Alors, c'est ma collègue qui va essayer de la rappeler. Ah, tu es là, j'ai pas vu. Tu viens ? Et entre nous, nous avons baptisé cet oiseau le faucon des débutants. Il est en fait assez rapide à dresser. C'est avec lui que nous allons mettre le moins de temps pour le laisser voler en liberté. Nous mettons à peu près 1 mois et demi à 2 mois, contre 3 à 8 mois pour les oiseaux que vous allez voir après. C'est lui qui permettra ensuite à un jeune fauconnier de passer soit à un oiseau de taille supérieure, ou alors un tout petit peu plus compliqué à dresser. Avant de passer à l'oiseau suivant, nous allons rentrer celui-ci, c'est fait, et nous allons passer à un autre qui, vous allez voir, est un petit peu plus gros, mais beaucoup plus familier. Il risque même de se poser sur vous parfois. Alors si ça vous arrive, n'ayez pas peur bien sûr, il n'a aucune intention agressive. Nous avons rejoint ici une buse de Harris. Cet oiseau est originaire du sud des États-Unis. It's an Harris hawk, come from South of USA. Celui-ci étant très familier, je vous l'ai dit, nous allons proposer à quelques personnes parmi vous de l'approcher d'un petit peu plus près. Pour cela, nous allons passer pour vous demander votre main gauche. Ma collègue va donc choisir des volontaires de son côté. Je vais voir du mien. Si vous êtes courageux, bien des courageuses. Aussi bien les grands que les petits qui peuvent le faire. Parmi vous. Non ? Monsieur, vous voulez ? Alors le gant ici se placera donc de la main gauche. Et ce n'est pas parce que nous sommes gauchers, mais au contraire, parce que nous sommes droitiers. Nous avons en fait besoin de notre main droite, soit pour distribuer les récompenses à l'oiseau, ou alors pour les manipuler si jamais c'est nécessaire. Un gaucher prend donc le gant de la main droite. Et comme ici nous sommes 2 fauconniers droitiers, tout le monde devra mettre sa main gauche dans le gant, même les gauchers. On va mettre jusqu'au bout. Tu viens ? Tous ceux qui le porteront pourront s'apercevoir qu'il est très léger. Il ne pèse en effet que 700 grammes. On va noter que chez les rapaces, le mâle est toujours 1/3 plus petit que la femelle. C'est pour cette raison qu'en fauconnerie, le mâle est appelé le tiercelé, la femelle, quant à elle, est appelée la forme. Une femelle de buse de Harris pèsera près d'1 kilo. Ceci est valable pour tous les rapaces, sauf pour les vautours, où mâles et femelles sont de même taille. His weight is 700 grams and male are always smaller than female. Nous allons à présent parler du matériel. À ses pattes, vous avez pu apercevoir 2 petites lanières de cuir qui pendent. Ces lanières s'appellent des G. Elles nous servent à maintenir l'oiseau sur le gant et le lâcher dès que nous le souhaitons. Je ne vous ai pas parlé de ce qu'ils mangeaient, mais à chaque fois qu'ils rejoignent le gant, ils ont droit évidemment à une petite récompense. Chaque jour, ils auront du poulet cru. Et lorsqu'ils travaillent vraiment bien, ils ont droit soit de la caille, soit du pigeon. When birds come back on the glove, they always have a piece of meat. Most of the time, it's chicken. Derrière sa queue, vous avez tous remarqué cette petite antenne qui dépasse. Elle fait partie de l'émetteur. Il pèse entre 10 et 12 grammes et nous sert à localiser nos oiseaux dans un rayon d'à peu près 40 km si jamais ils s'en allaient.
Je reprécise qu'il ne va nous servir qu'à les localiser, bien sûr, pas à les rappeler, même s'il est vrai que parfois ça pourrait s'avérer relativement pratique. Nous allons maintenant passer à un exercice un petit peu différent. Nous allons lui proposer d'essayer de rattraper un petit morceau de viande en plein vol. C'est pour vous montrer ses capacités acrobatiques, notamment pour essayer de capturer des proies en plein vol. Pour cela, l'oiseau doit prendre un petit peu de hauteur, et moi, toujours me situer dos au vent, pour que nous les deux fassions. Chut. Merci. Et c'est réussi. Récompense qu'il s'empresse d'aller déguster. Nous allons noter une dernière chose sur ce petit émetteur dont on en parle à l'instant. Cet objet d'une dizaine de grammes, nous le plaçons toujours sur la queue de l'oiseau avant de voler et nous le retirons tout de suite après. Il peut à présent rentrer chez lui. Le suivant, vous allez le voir, sera de la même espèce, mais il aura un caractère un peu différent. Il a réellement appris à chasser. Avec les oiseaux, comme les buses de Harris, comme celle-ci par exemple, les buses à queue rousse, les aigles, les autours des palombiers, les éperviers, nous pratiquons ce que l'on appelle la chasse de bas-vol. C'est-à-dire que les proies qui sont capturées se situent en général au ras du sol. Ce sera au sol lorsqu'il va s'agir de lapins ou alors de lièvres, mais même lorsqu'il s'agit de proies à plumes. Les captures ne dépassent que très rarement les 10 ou 15 mètres de hauteur. Au-delà, c'est le terrain de chasse du faucon. On le verra d'ailleurs à la fin de la démonstration. Et lorsque nous partons à la chasse aux lapins, comme ça arrive très souvent chaque hiver, eh bien nous avons deux alliés possibles. Soit nous pourrons utiliser le chien, ou alors cet autre petit animal que vous devez sûrement connaître et que nous allons passer vous présenter d'un petit peu plus près. Regardez bien, elle sort de sa boîte. Et ici, vous devriez logiquement reconnaître le furet. En l'occurrence, il s'agira d'une femelle de furet putoisée. Elle est née au château il y a 9 ans. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un cobaye, mais bien notre compagnon de chasse. On ne lui fera aucune misère. Si vous le souhaitez, eh bien n'hésitez pas à la caresser. Elle est absolument inoffensive. Malgré des canines très développées, puisque c'est un carnivore, elle ne mord pas les mains. Elle n'aura en fait qu'un tout petit défaut, une odeur un peu désagréable. Mais rassurez-vous, comme c'est une femelle, elle sent un peu moins fort que les mâles, qui eux doivent marquer leur territoire. It's a ferret, and don't worry, it's not a prey. It just helps us for hunting rabbits. Notons deux petits détails chez cet animal. Le premier, c'est qu'il ne vit pas l'état sauvage. Le furet est uniquement domestique, en tout cas en Europe. Et lorsque nous chassons avec ce genre de petits compagnons, nous préférons utiliser les femelles. Étant plus petites que les mâles, elles ont donc moins de chances de capturer le lapin à l'intérieur du terrier. Donc, le rôle du furet, vous l'avez tous compris, c'est d'entrer à l'intérieur du terrier du lapin. Le lapin qui en a peur s'échappe, c'est ensuite à l'oiseau d'entrer en action. When we hunt, the ferret goes into the barrel of the rabbit is frightened, so it cleans the barrel by running and the bird tries to catch it. Et nous allons maintenant pouvoir découvrir comment on opère lorsque nous sommes sur le terrain de chasse. Vous le voyez là-bas, la fauconnière est en train de s'éloigner pour faire travailler le furet. Ensuite, elle le déposera au sol et toutes les deux enfin partiront à la recherche de ce fameux terrier. Regardez bien, c'est là-bas que ça se passe et c'est parti. Le furet vient de sentir l'odeur du lapin. À la course, il remonte la piste. Il est en train de passer à travers les buissons, les broussailles, de gros ronciers parfois. Et oui, vous êtes en plein sur le chemin, messieurs, dames. Restez sur le côté, s'il vous plaît. Au bout de l'odeur, c'est trouver un terrier avant de partir au travail. Et il n'oublie pas de réclamer sa récompense. Comme c'est un carnivore, eh bien elle aussi repart avec son morceau de poulet. Elle s'est engagée et la fauconnière rebouche. On ne le fait pas quand on chasse réellement. Ici, vous l'avez compris, si le furet sort avant le lapin, c'est l'oiseau qui éventuellement ferait son repas. On va donc maintenant pouvoir s'imaginer sur le terrain de chasse. Le furet est en train de faire son travail, il recherche la future victime à l'intérieur du labyrinthe. Je vais maintenant aller placer l'oiseau un peu plus loin en hauteur pour qu'il voit bien tout ce qui se passe sur son terrain de chasse. Au moindre mouvement sur la pelouse, il déclenchera son attaque. Alors je m'éloigne un peu, normalement tout devrait se passer sous vos yeux sur la pelouse. Je dis normalement parce que tout dépend de la direction que prend le lapin en s'échappant, donc restez assez vigilant. À présent, vous le voyez, l'oiseau domine parfaitement son territoire et attend le moindre mouvement sur la pelouse. Et regardez ce beau lapin qui s'échappe. L'oiseau a déclenché son attaque au ras du sol et vous avez assisté à une jolie capture de lapin. Alors évidemment, ça peut faire sourire, mais ça se passe pourtant de cette façon lorsque nous chassons avec nos oiseaux. La différence, évidemment, c'est que le lapin va courir un peu plus vite lorsqu'il aura sa vie en jeu. On en profite pour noter quelques petits détails. Tout d'abord, on observe l'attitude de l'oiseau. On voit qu'ici, il écarte les ailes et la queue. En termes de fauconnerie, on dit qu'il couvre sa proie. C'est en fait pour la protéger contre un éventuel prédateur, pour ne pas qu'on vienne la lui ravir. Quand on attaque, on a pu s'apercevoir que l'oiseau a épousé le relief du sol. C'est toujours dans le but de surprendre sa proie au dernier moment.
Et même si parfois il lui arrive de capturer son lapin au niveau du dos, très vite ensuite il amènera ses cerfs au niveau de la tête pour maîtriser, tuer et le plus important pour lui évidemment, consommer, ce qu'il a fini de faire. Alors la fauconnière le rappelle et on précise que lorsque l'oiseau a capturé sa proie, il ne la ramène jamais à son fauconnier. C'est nous qui nous déplaçons pour les récupérer. Il accepte de chasser en notre compagnie, mais il ne chasse que pour lui. Alors si vous n'arrivez pas, il consomme ce qu'il a capturé et s'en va ensuite en haut d'un arbre pour tranquillement digérer. On rentre donc notre chasseur et sa capture pour à présent aborder le monde nocturne. Nous allons commencer par le plus gros qui vit en Dordogne, c'est le grand-duc d'Europe. Staat te trappelen om eruit te mogen. Voici donc ici une toute jeune femelle du hibou grand-duc d'Europe. Elle a eu 1 an au mois de mai dernier, elle pèse 2,5 kg pour une envergure d'environ 1,80 m. It's a young female eagle owl. Pour nous, il est toujours un peu plus compliqué de dresser un rapace nocturne. Simplement parce que là où il vit, vous le savez, c'est un monde de silence. Et la nuit, ici en plein jour, ils sont assez souvent perturbés, soit par les bruits ou alors les mouvements. C'est ce qui fait que nous mettons toujours un petit peu plus de temps pour dresser un rapace nocturne plutôt qu'un diurne. Elle aussi, évidemment, à chacune de ses trajectoires, elle viendra chercher sa récompense. Chaque jour, elle consommera à peu près 150 grammes de poulet cru. Si on l'observe un petit peu à présent, on s'apercevra que sur sa tête, il y a 2 petites touffes de plumes qui dépassent. Ces touffes de plumes s'appellent des aigrettes. Surtout, ne les confondez pas avec les oreilles, car les oreilles sont comme chez nous, placées de chaque côté de la tête. On ne les verra pas évidemment, puisqu'elles sont sous les plumes. Et ces aigrettes, on pense qu'elles n'ont pas de fonction particulière, peut-être le camouflage, le long des troncs, ou encore pour la parade nuptiale, mais à nous, elles vont donc surtout nous servir à faire la différence entre les hiboux et les chouettes, puisque les chouettes, on le verra juste après, n'ont pas d'aigrettes. Et comme on parle des chouettes, je le précise toujours, surtout pour les enfants, les chouettes ne sont pas les femelles des hiboux, ce sont bien 2 espèces à part entière. On n'a pas beaucoup entendu, mais lorsque cet oiseau sera un petit peu plus vieux, il sera capable de faire ce chant-là. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un mâle de hibou grand-duc d'Europe, donc en train de marquer son territoire. On peut donc entendre ça en Dordogne à partir de fin janvier jusqu'à début mars. Suite à quoi, évidemment, la femelle pondra ses œufs entre 2 et 3, qu'elle incubera pendant 35 jours. Nous allons maintenant pouvoir écouter le couple qui chante pendant la parade nuptiale. Alors, en général, on entend le couple lorsqu'il est juste au bord du nid. Vous l'avez peut-être remarqué, malgré ses 2,5 kg, lorsqu'il se déplace, il est absolument silencieux. C'est dû à la texture de ses plumes, qui est très soyeuse, mais surtout, à l'extrémité des premières plumes de ses ailes, il y a ce que l'on appelle le peigne. Alors le peigne, ce sont en fait des sortes de petits poils légèrement recourbés vers l'avant, qui vont filtrer l'air lorsqu'il se déplace. Ça ne fait que très peu de frottement, donc pas de bruit. La nuit, ça permettra ainsi à tous les rapaces nocturnes d'approcher leur proie, sans se faire remarquer. Bien. Si elle le veut bien, je passerai ensuite vous la présenter d'un petit peu plus près et vous en profiterez pour admirer ses grands yeux orange. Vous le verrez, c'est superbe. Mais vous allez surtout observer la taille de ses cerfs. On estime d'ailleurs sa pression à 150 kg par centimètre carré. Bien entendu, c'est une pression qui ne développera pas sur mon gant, sinon il le traverserait. En fait, il ne s'en servira que pour chasser des proies pouvant aller de la taille du rat jusqu'à celle du renard. Mais le renard, il faut bien l'avouer, restera une prise assez exceptionnelle et surtout exclusivement réservée aux femelles, qui sont donc 1/3 plus grosses. Alors, il préférera des proies plus petites, comme par exemple le lapin, le lièvre, martre, fouine, genette. Il mange également des corbeaux dans les dortoirs, du hérisson. De temps en temps, il mangera également des chats, car il y a beaucoup de chats qui vivent à l'état sauvage. On va quand même noter que 60% de ces captures ne sont en fait que de tout petits animaux, tels que de l'écrevisse par exemple, de la grenouille, du rat, du ragondin, encore du rat musqué. On va parler un petit peu de sa population à présent. Vous savez qu'autrefois, les rapaces nocturnes ont été largement menacés, notamment dû à la superstition. On les retrouvait très souvent crucifiés sur la porte des granges. Ils ont été également victimes du fusil, du piège, mais aussi de poisons mortels, comme par exemple la strychnine.
depuis qu'ils sont protégés, sa population augmente un petit peu partout en France. On peut d'ailleurs en retrouver dans le département à côté, c'est-à-dire dans le Lot, mais aussi quelques individus en Dordogne. Mais là où sa population semble la mieux représentée, c'est dans toute la partie sud-est de la France, les hiboux-grands-ducs nichant essentiellement sur des falaises. Alors si vous habitez en plaine, il y a de grandes chances pour qu'il n'y en ait pas chez vous. L'oiseau qui va nous rejoindre maintenant est un oiseau qui a très peur du bruit et des gens qui bougent. Alors s'il vous plaît, juste pour cet oiseau, évitez de vous déplacer s'il vous plaît. Vous arrivez à Saint-Effray donc. La chouette effraie, que l'on connaît également sous le nom de Dame Blanche, ou encore effraie des clochers, car elle niche la plupart du temps dans les clochers des églises, mais aussi dans les ruines, les granges, les greniers, très souvent également dans les anciens pigeonniers. It's a female barn owl. Et lorsque nous la croisons, cette chouette effraie, la plupart du temps bien sûr, c'est la nuit, perchée sur des fils électriques ou bien des piquets de clôture en bordure de route, tout simplement parce que les abords des routes sont très fréquentés par les micro-mammifères. C'est ce qui va composer son régime alimentaire, c'est-à-dire les mulots, les musaraignes et les campagnols, mais elle améliorera son quotidien avec quelques chauves-souris, des loirs, des laireaux, et la nuit lorsqu'ils dorment, les petits passereaux, tels que les moineaux par exemple, font parfaitement son affaire. Alors j'imagine que ce bel oiseau, vous l'avez sûrement tous déjà croisé en roulant la nuit sur les routes. Je suis presque sûr que vous l'avez également tous déjà entendu. Ça doit sûrement vous dire quelque chose. Ça c'est un mâle de chouette effraie qui à partir du mois d'avril va marquer son territoire, mais qui surtout essaie d'attirer une femelle pour se reproduire. Lorsqu'il l'a trouvé que c'est accouplé, la femelle pond ses œufs, les incube et les petits naissent. Ce sont eux que l'on entend ici, réclamant la nourriture à leurs parents. Quelque chose que nous pouvons entendre juste à la fin du mois d'août. Et ça, c'était un de ses nombreux cris. La chouette effraie dont on a fait des gammes de chants et de cris très variés. Celui-ci, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier d'assez lugubre, étant sans doute à l'origine de nombreuses superstitions à son égard, qui malheureusement l'a conduite à se faire très souvent crucifier sur les portes des granges. Alors on a vu que cet oiseau chasse en bordure de route, par conséquent, assez régulièrement il se fait percuter par les voitures. On a également parlé des superstitions à son sujet, on peut donc en penser qu'il est menacé dans la nature. Mais cette chouette a quand même un petit avantage pour elle, c'est qu'elle est capable de se reproduire en fonction de la nourriture qu'il y a sur son territoire. Tout va commencer pendant la parade nuptiale. Si l'année est riche en micro-mammifères, le mâle lui amènera beaucoup à manger. Inconsciemment, elle comprendra qu'il y a de quoi élever beaucoup de jeunes. Elle pourra donc déclencher une ponte assez importante, pouvant aller jusqu'à 12 œufs, contre 3 à 5 œufs, une année normale. Mais même s'il y avait 12 petits qui naissaient, c'est vraiment rarissime. Tous ne survivraient pas, car elle incube ses œufs dès le premier œuf pondu, ce qui veut dire que les premiers-nés sont évidemment plus gros que tous les autres. Ce sont donc les plus gros qui mangeront tout ce que ramèneront les parents au lit. Tous ceux qui sont trop petits finiront par mourir de faim, ou encore mangés par leurs frères et sœurs, car ce qui compte avant tout, bien entendu, c'est la survie. Avant de rentrer à la maison, on va juste préciser ici que vous avez vu évoluer le seul rapace qui est présent sur la totalité de la planète. Elle a colonisé les 5 continents. Elle va rentrer chez elle à présent et laisser la place à un oiseau un petit peu moins connu. Il ne vit pas chez nous, c'est le hibou-grand-duc africain. Il est là, ce hibou-grand-duc africain, un mâle ici de 700 grammes, une femelle de son espèce pèsera aux alentours d'1 kilo, alors que chez nous, le hibou-grand-duc d'Europe, que l'on a vu précédemment, pourra peser jusqu'à 3 kilos pour une femelle. Et ici, nous avons affaire au hibou-grand-duc le plus petit qui existe au monde. It's an African Spotted Eagle Owl. Et cet oiseau est présent dans la quasi-totalité de l'Afrique. On le trouve en effet un petit peu partout, sauf dans les régions un petit peu trop désertiques. En fait, là où le climat est un petit peu trop aride, il y a peu de nourriture, par conséquent, on ne l'y trouve pas. Mais s'il a su coloniser un aussi vaste territoire, cet oiseau, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, il a une alimentation très variée, d'autre part, il est capable de se reproduire partout, là où il est possible de le faire. On pourra donc trouver cet oiseau aussi bien en ville qu'en campagne. En ville, par exemple, il ne sera pas impossible de le trouver nichant sur un balcon de maison ou encore dans un trou de mur. En pleine nature, il y a un petit peu plus de possibilités pour élever ses petits. Il le fera aussi bien dans un tronc d'arbre creux que dans un ancien nid de corvidés, donc de corneilles, de corbeaux par exemple, et beaucoup plus simplement au sol. Je vous ai parlé de son alimentation très variée. Ça va commencer par de petits insectes, comme par exemple
des coléoptères ou encore des papillons. Il mangera beaucoup de rongeurs, quelques petits oiseaux, mais également des reptiles qu'il chassera d'une façon assez particulière. Il faut savoir que les rapaces, et en particulier les rapaces nocturnes, n'aiment pas du tout se retrouver au sol parce qu'ils y sont vulnérables. Eux-mêmes risquent de se faire manger. Pourtant, celui-ci a persisté. Et en Afrique, c'est un oiseau qui se posera au bord des routes ou des pistes pour essayer de capturer les lézards et les serpents qui se réchauffent au soleil. Comme ça court assez vite, un lézard, lui aussi, devra fournir un effort suffisant pour réussir à les capturer. Il devra courir aussi vite que le lézard qui lui aura attrapé. Alors vous le voyez, il se sert de ses ailes pour aller encore un peu plus vite. Pourtant ici, je vous assure qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il sait bien que sa récompense, il l'aura au bout de la pelouse. Dans la nature, lorsqu'il va s'agir de survivre, il fera bien sûr un effort un peu plus conséquent. Allez, avant de rentrer, on va noter qu'ici, vous avez bien vu travailler un hibou et pas une chouette, car monsieur ne le relève jamais. Et puis il a du mal à finir sa course. Oh, il y va ? Allez, 1, 2, 3. Allez, vous allez voir. Et de 1, il est beaucoup plus beau, façon hibou. Alors comme elle se mouillait, elle était bien droite en plus. Ouais, voilà. Et oui, t'es beau, hein, hibou. Allez, il rentre chez lui. Et arrive la chouette lapone. Il rentre chez lui. Allez, il rentre chez lui. La chouette lapone ici. Une femelle de 1 kg 200 grammes, un oiseau de 1 an. Il s'agit du rapace qui a le disque facial le plus imposant parmi les rapaces nocturnes. Alors tous ces oiseaux, vous les avez vus travailler en pleine journée. En fait, rien de vraiment exceptionnel. Car dans la nature également, les rapaces nocturnes se déplacent le jour. Si on ne les voit que très peu, c'est uniquement parce qu'ils sont très discrets. En plein jour, les rapaces nocturnes voient de 3 à 5 fois mieux que nous. La nuit, de 30 à 100 fois mieux que nous. Ils n'ont donc aucun problème de vision en pleine journée. Juste une petite déficience tout de même, c'est à environ 10 cm du bec. Les rapaces nocturnes voient flou. C'est la raison pour laquelle ils ont tous de chaque côté du bec plein de petits poils. Ces poils s'appellent des vibrisses. Elles leur donnent un sens tactile pour amener leur nourriture de leur cerf jusqu'à leur bec. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui vont posséder des vibrisses. Certains mammifères en ont également, notamment un que vous connaissez très bien, c'est le chat. Les moustaches du chat s'appellent également des vibrisses, à une petite nuance près. Elles ont la même fonction. On vient donc de parler de la vue de ces oiseaux. Nous allons maintenant parler de leur ouïe, qui est nettement plus développée que la nôtre, autour des yeux. Vous avez donc ce que l'on appelle les disques faciaux. Ils agissent en fait comme des paraboles, pardon. Ils récoltent le son pour ensuite le diriger vers les oreilles. Et c'est là que tout va se jouer, car les oreilles sont placées d'une façon assez particulière sur la tête. Il y en aura une un petit peu décalée vers le haut, l'autre décalée vers le bas, ce qui permettra à ces oiseaux d'entendre en relief et ainsi capturer leur proie, sans même les voir, sur par exemple un épais tapis de feuilles ou encore une dizaine de centimètres d'épaisseur de neige. Cet oiseau est d'ailleurs un spécialiste de la chasse au mulot sous la neige. Si vous l'observez d'assez près, vous remarquerez que ses pattes, ses serres donc, sont complètement couvertes de plumes pour lutter contre le froid. Alors régulièrement, vous les avez vus tourner la tête également, la plupart du temps à 180 degrés, un demi-tour donc. Mais s'ils le souhaitent vraiment, ils peuvent le faire jusqu'à 270 degrés. C'est donc 3 quarts de tour, et c'est ce qui leur sert à surveiller leur territoire sans bouger le corps. Quelque chose d'assez pratique qu'en fait tous les oiseaux sont capables de faire. Seulement, vous l'avez remarqué, les rapaces nocturnes ont les yeux comme nous, en façade. Alors pour s'apercevoir si derrière eux il y a un danger ou non, ils la tournent beaucoup plus souvent que tous les autres. Allez, on va rentrer à la maison. On va parler d'un oiseau nettement plus gros à présent. Un oiseau qui mange la chouette lapone dans la nature. C'est le pigargue à tête blanche. Alors c'est un jeune oiseau que nous allons voir ici, un jeune aigle qui va arriver à peu près quand je serai vers le milieu de la pelouse. Voici donc Ottawa, une femelle donc de pigargue à tête blanche. Elle a 3 ans.
tu peux manger ta récompense. Elle a 3 ans, elle pèse 6 kilos pour une envergure de 2,20 mètres. Allez, elle me sert relativement fort le gars. Il va falloir éviter de trop bouger vos parapluies, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui va lui faire peur, j'ai l'impression. Parce que c'est un oiseau qui débute devant le public. Ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près 15 jours qu'elle est là. Et les parapluies lui feront légèrement peur, visiblement. Donc un oiseau de 3 ans, mais qui, vous le voyez, n'a pas la tête blanche, ni la queue d'ailleurs. En fait, elle est en plumage juvénile. Elle n'aura son plumage adulte qu'à partir de l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que pendant ces 6 premières années, chacune de ces plumes tombera pour que de nouvelles repoussent. C'est la nuit qui intervient. En ce qui concerne la tête et la queue, donc, les repousses seront de plus en plus blanches. Mais sinon, un effort. Alors là, vous voyez, elle est un peu inquiète. C'est pour ça qu'elle ne mange pas sa récompense d'ailleurs. Elle met du temps en tout cas avant de la manger. Et elle essaie de se rassurer de par son cri. Alors si vous êtes passé à côté de nos volières, vous aurez sûrement remarqué qu'à côté d'elle, il y a un autre aigle, beaucoup plus de couleur adulte celui-ci. Tête contre les mains s'il vous plaît, tête et queue blanche. Donc celui-ci est adulte et il a 21 ans. Il faut savoir qu'en captivité, on vit en moyenne 2 fois plus longtemps que dans la nature. C'est-à-dire qu'à chez nous, elle peut espérer 35 à 40 ans, donc à 21 ans, dans la nature, on est en général déjà mort. On a parlé d'un aigle pêcheur, et pourtant, dans la nature, cet oiseau s'est mis à manger sur des animaux déjà morts. Il est devenu plus ou moins charognard. Malheureusement, c'est ce qui a failli le faire disparaître, car beaucoup des animaux sur lesquels cette espèce mangeait étaient tout empoisonnés ou tués par le plomb. Dans le cas où il ingérait des animaux tués par le plomb, il mourrait de saturnisme. Il y a donc eu aux États-Unis une très grosse campagne de protection en ce qui le concerne, c'est-à-dire que le plomb a été définitivement interdit à l'usage de la chasse. Du coup, de nos jours, il retrouve une population tout à fait stable et ne risque plus de disparaître. Les Américains auront donc réussi à sauver leur emblème. Nous allons effectuer la toute dernière trajectoire avec cette jeune femelle de pigargue à tête blanche. Elle va passer, je pense, entre vos parapluies. Et on va lui donner une bonne récompense malgré tout parce qu'elle est restée avec nous, malgré sa peur. On va donc maintenant pouvoir aborder le dernier thème de la démonstration. Ce sera celui de la vitesse et de la chasse de haut vol. Nous allons à présent partir en Afrique du Nord avec le faucon lanier. Je prends quelques secondes pour essuyer mes lunettes pour y voir un peu plus clair. On trouvera donc ce faucon lanier essentiellement au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais aussi dans le sud de l'Italie et quelques individus en Sicile. De ma main droite, je vous montrerai également la coiffe de cuir traditionnelle. C'est le chaperon. C'est ce qui nous sert à transporter l'oiseau du château, par exemple, jusque sur le terrain de chasse, dans l'obscurité complète, afin qu'il ne s'agite pas. Par conséquent, il ne s'essouffle pas avant de chasser, sinon il risquerait de manquer sa proie. Une fois sur le terrain de chasse, nous lui enlevons le chaperon de la tête pour qu'il découvre le territoire sur lequel il va chasser. Ensuite, il décolle et là, il prendra une hauteur d'à peu près 80 à 100 mètres et viendra se placer au-dessus de la tête de son fauconnier en attendant qu'il lui fasse décoller une proie. Les faucons de ce genre ne chassant que des proies à plumes, en général perdrix, corbeaux, faisans ou encore canards, suivant la taille du faucon. Une fois qu'il a repéré sa proie, il plie les ailes et prend une forme aérodynamique que l'on appelle la forme de goutte d'eau, et c'est ce qui lui permettra d'atteindre ces fameuses vitesses pouvant aller de 250 à 300 km/h, comme par exemple pour le faucon pèlerin. Évidemment ici, ça va aller beaucoup moins vite, surtout avec le temps que nous avons ici. On va quand même vous proposer l'exercice du leurre. Le leurre, c'est un tout simple croissant en cuir sur lequel il y a la récompense. Pour l'oiseau, ça représentera une proie que je ferai tourner pour exciter l'attention de cet oiseau, provoquer quelques attaques. À la fin de l'exercice, je lui donnerai sa chanson bleu. Évitez, s'il vous plaît, de traverser pour ne pas couper la trajectoire des oiseaux, s'il vous plaît. On observe son vol maintenant. On s'aperçoit qu'à chaque fois, il essaie de prendre le maximum de hauteur pour qu'en redescendant, il ait toujours le maximum de vitesse. Alors ça, c'est dans un seul but,
Celui de toucher le leur, il sait que s'il le touche avant la fin de l'exercice, il l'a gagné, avec la récompense qui va avec évidemment. Hein. Vous avez compris que l'oiseau ne travaillera pas pour rien. Alors il essaiera à chaque fois d'essayer de me surprendre. Il joue avec les éléments, le château, les arbres et vous aussi. Alors, comme l'oiseau c'est déjà un peu mouillé, je lui propose son occasion en plein vol. Hey! Récompense qu'il dégustera juste sous nos yeux. Lui aussi, tout comme la Busaris sur son lapin tout à l'heure couvre sa proie, faire attention quand on y met les doigts. C'est lui qui va donc achever la démonstration, en espérant vous avoir fait passer un bon moment. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci à tous, excellente fin d'après-midi, oui. Au revoir.